Bonjour à tous les esprits curieux et aux passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration fascinante de l'ultime homo universalis du siècle d'or néerlandais. On va décortiquer l'odyssée intellectuelle de Constantin Huygens. Et croyez-moi, on va voir comment la maîtrise absolue des arts, de la philosophie et des sciences est devenue à l'époque le véritable moteur du pouvoir politique européen. C'est parti. Regardez bien ça. Ça illustre à la perfection cet équilibre profond qui caractérise notre homme. C'est presque un puzzle. On a le luth, pour la musique, l'architecture classique qui représente l'ordre, et là, son fils qui regarde à travers une lunette astronomique pour la science. En fait, c'est l'histoire incroyable d'un diplomate qui a su naviguer dans la politique calviniste super austère de son époque, tout en défendant avec une passion dévorante la poésie, la musique et les grandes découvertes scientifiques. Un vrai numéro d'équilibriste. Pour vraiment capter l'ampleur de son impact, il faut réaliser une chose, sa longévité exceptionnelle. Ce type a traversé tous les bouleversements du XVIIe siècle. Né à La Haye en 1696, il devient un secrétaire des princes d'Orange, survit à la perte tragique de sa femme, assiste au triomphe scientifique de son fils et traverse même l'effroyable année du désastre en 1672. Il s'éteint à 80 ans après avoir servi l'État sans aucune interruption. Son parcours personnel, c'est littéralement l'ascension de la jeune République batave. Alors, voici notre plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, l'éducation du parfait humaniste. Ensuite, on passera à l'art de la diplomatie, puis à son rôle d'architecte des réseaux européens. On fera une pause sur la création du domaine de Hofwyck face à l'épreuve du deuil, et on terminera sur son héritage en tant que grand mécène des sciences. Allez, on attaque tout de suite la première partie, l'éducation du parfait humaniste. L'héritage familial, ici, c'est absolument central. Son père, Christian l'Ancien, n'a pas conçu cette éducation encyclopédique comme un simple passe-temps pour aristocrates. Pas du tout. C'était une vraie boîte à outils pragmatique. Imaginez un peu la rigueur. Maîtriser le latin, le grec, le français, l'italien, l'espagnol, devenir un virtuose du luth et du clavecin, et couronner le tout avec une solide formation en droit à la prestigieuse université de Leyde. Eh bien, tout ce bagage, c'était tout simplement l'équipement indispensable pour servir l'État des Provinces-Unies et négocier de futurs traités internationaux hyper complexes. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'art de la diplomatie. Et là, c'est le grand écart, le numéro d'équilibriste par excellence. D'un côté, on a l'homme d'État pur et dur, le secrétaire de confiance des princes d'Orange, qui gère les traités ultra tendus de la guerre de 30 ans. Et de l'autre, l'artiste. Lors de missions diplomatiques super délicates en Angleterre ou en France, il utilisait carrément ses talents de musicien et de linguiste pour adoucir les négociations. Jouer un air de luth ou réciter un poème dans les cours royales, ça lui permettait de forger des alliances durables entre des puissances rivales et de naviguer subtilement au milieu des tensions religieuses. C'est comme ça qu'il a bâti son immense stature politique européenne. Mais le vrai coup de génie, il est là. En tant que secrétaire au sein de l'État, Huygens devient en fait le grand influenceur culturel de l'Europe. Par exemple, quand il finance les premières œuvres de jeunes prodiges comme Rembrandt, il ne fait pas juste une collection d'art pour décorer son salon. C'est une stratégie d'influence pure et dure. Ce mécénat artistique a propulsé le prestige visuel de la jeune République néerlandaise sur la scène mondiale. Il a compris avant tout le monde que la culture est une arme diplomatique massive. Passons maintenant à notre troisième chapitre, l'architecte des réseaux européens. Alors, son réseau diplomatique, c'est une vraie toile d'araignée qui défie toutes les frontières religieuses et politiques. Le but, unir des esprits européens pourtant très éloignés. Il discute avec le grand poète anglais John Donne, il échange des manuscrits rares avec Christophe Justel à Paris, ou encore, il tisse des liens avec la famille Vossius, liée à la tradition humaniste de Bourges. Par ses lettres, il a carrément connecté les cercles littéraires de Londres au Grand Salon français. Un réseau intellectuel transnational unique au monde. Et son chef-d'œuvre absolu en matière de relations, c'est ce qu'on pourrait appeler le bouclier cartésien. Huygens a été l'intermédiaire numéro 1, l'agent littéraire et surtout le défenseur acharné du philosophe René Descartes aux Pays-Bas. Faut bien se rendre compte que sans Huygens pour faire le pivot culturel au milieu des pires controverses théologiques de l'époque, les idées révolutionnaires de Descartes auraient eu un mal fou à circuler. Cette protection diplomatique a littéralement structuré la vie intellectuelle de toute l'Europe. On aborde à présent une période plus sombre et intime, avec le chapitre 4, Hofwyck et l'épreuve du deuil. En 1637, sa vie bascule. La perte soudaine de sa femme adorée, Susanna van Baarle, provoque en lui une véritable fracture existentielle. Il plonge dans une profonde et sombre introspection. Et de là, naît un poème monumental, Dagwerk, ou l'œuvre du jour. Sa plume se transforme pour explorer de manière magistrale la foi et un chagrin d'une intensité inouïe, figeant pour toujours le souvenir idéalisé de son foyer. Pour surmonter cette épreuve, il ressent le besoin vital de reconstruire physiquement son idéal d'équilibre. C'est là qu'il conçoit Hofwyck.
Ce chef-d'œuvre d'architecture amateur, basé sur des principes géométriques ultra stricts, servait de véritable retraite philosophique. C'était un sanctuaire de l'ordre rationnel, un moyen d'échapper aux intrigues parfois violentes des cours européennes et d'apaiser son deuil grâce à la mathématique et à l'harmonie parfaite des jardins. Ce qui nous mène enfin à notre dernier grand volet, le chapitre 5, le mécène des sciences. Là, on touche à son héritage le plus mondialement reconnu. Mais posez-vous la question, comment un diplomate politique, même très chevronné, arrive-t-il à orchestrer la création d'un génie scientifique? Comment a-t-il pu préparer le terrain avec une telle précision pour que son fils, Christian Huygens, change carrément la face de la physique? Eh bien, la réponse réside dans une méthode implacable. Premièrement, lui fournir la meilleure éducation mathématique possible à l'université de Leyde. Deuxièmement, sortir le chéquier et financer sans aucune limite la création et le polissage d'instruments optiques de pointe directement dans les jardins de Hofwyk. Et troisièmement, faire jouer des décennies de contacts diplomatiques pour intégrer immédiatement son fils au cœur de l'élite du réseau épistolaire européen. Et les fruits de ce travail sont juste hallucinants. La découverte de la Lune Titan, la toute première identification correcte des anneaux de Saturne ou l'invention révolutionnaire de l'horloge à pendule. Évidemment, ces triomphes demandaient un intellect brillant de la part de Christian, mais ils dépendaient fondamentalement du support technique, du financement inébranlable et de la promo internationale orchestrée par le père. Il a joué à merveille son rôle de mentor intellectuel. Et la consécration ultime, c'est quand le roi Louis XIV l'invite en personne pour fonder l'Académie des sciences à Paris. D'ailleurs, la connexion avec Blaise Pascal montre bien ce génie absolu du réseau. L'influence de Constantin a agi comme un canal stratégique pour faire venir en Hollande les travaux de Pascal sur les probabilités et le vide. Il a délibérément nourri une brillante rivalité mathématique entre son fils et les grands esprits français. C'était la garantie parfaite que ces nouvelles théories soient lues, validées et célébrées à travers toute l'Europe. Au crépuscule de sa vie, dans le calme de Hofwyk, il rédige ses mémoires, Mein Jug, ce qui cimente définitivement son statut de doyen des lettres néerlandaises. Après des décennies de service acharné, le jeune diplomate polyglotte s'était métamorphosé en un vénérable homme d'État. Il était le gardien lucide et poétique de la mémoire d'un siècle d'or, dont il fut l'un des principaux bâtisseurs. On termine cette analyse avec une question qui donne vraiment à réfléchir. Si au XVIIe siècle, le mécénat culturel, une éducation farouchement multidisciplinaire et la création de réseaux intellectuels transnationaux étaient les outils ultimes de la puissance politique, quel serait leur équivalent exact pour façonner l'influence mondiale aujourd'hui? C'est la leçon magistrale de Constantin Huygens, notre modèle par excellence de l'humanisme européen. Pour laisser une véritable empreinte historique, il faut une maîtrise absolue et passionnée de l'équilibre entre l'art, l'intellect et le pouvoir. Merci de m'avoir suivi et continuez à cultiver votre curiosité.